C'est le grand jour pour l'équipe de France. France-Australie, le premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde en Russie. Soyez les bienvenus, journée spéciale sur la chaîne l'équipe de Russie qui lance cette journée. On est ensemble jusqu'à 11h, puis Olivier Ménard prendra le relais avec l'équipe du soir pour l'avant-match de ce France-Australie. Notre envoyé spécial Pierre Niguet est lui déjà en place à Kazan. C'est l'hôtel des Bleus qui est juste derrière lui. Les toutes dernières infos, le programme des Bleus d'ici le match avec Pierre dans quelques instants. Pour lancer cette journée dans l'équipe de Russie, on est avec Charles Bietri, évidemment. Bonjour Charles. Et oui, bonjour, parce que c'est bon, c'est l'heure de dire bonjour. C'est l'heure de dire bonjour. Vous avez hésité Hésité, ouais. Non, vous êtes un lève-tôt, vous. Ah oui, oui. Moi, j'étais levé à 6h, c'est-à-dire un peu avant l'équipe de France. Ouais, contrairement aux Bleus, vous n'avez pas changé votre programme. Vous. Pas du tout. Voilà. Régis Bouard, notre coach, est avec nous. Ça va, Régis? Ça va, très bien. Vous, au niveau réveil, c'est 7h, 7h moins le quart. comme d'habitude, donc. Comme d'habitude. Voilà. Alors, il y en a un, en petit déjeuner. revanche. On va partager le petit déjeuner ce matin. Il y en a un, en revanche, qui a complètement chamboulé ses habitudes, c'est Nabil Djellit. La dernière fois que vous êtes levé aussitôt, Nabil, vous étiez étudiant encore? La dernière fois que je me suis levé aussitôt, Il ne s'en souvient pas. je ne m'en souviens pas pour être franc avec vous, mais en tout cas, je suis très content d'être avec vous pour partager ce moment et puis cette journée importante pour l'équipe de France. Oh, combien importante pour l'équipe de France. Julien Liane Bonjour Messaoud. va nous accompagner. Ça va, Julien? Ça va? Toutes les infos, revue de presse, les images, bref, tout ce qui tombe avec votre alerte, votre petit jingle alerte. Exactement, peut-être qu'on va l'entendre. Un petit... voilà. Quelle erreur, mon Dieu. Ça réveille. Ça Alors réveille. changez-moi ça, on va adapter quand on prendra aussitôt. Pardon chez vous, c'était un peu violent. Un peu moins violent, tiens, on va se rattraper. La Coupe du Monde, elle est vraiment lancée depuis hier soir et ce Portugal-Espagne de folie avec Monsieur Cristiano Ronaldo en version originale pour le coup franc de Cristiano. C'est un régal. É um livre perigoso, derraia nos pontos, Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! É gol! Obrigado! Obrigado! Cristiano Padre Nuestro! Que gol! Que gol! J'adore ces moments-là. Ça, c'est vraiment la Coupe du Monde. Le commentateur portugais qui était dans un autre état hier après cette égalisation de Cristiano Ronaldo. On en parlera évidemment dans cette équipe de Russie. Voici le sommaire complet. France-Australie jour J donc. Toutes les dernières infos. Les compos avec Pierre Niguet. Cristiano le Messi, ce sera 9h30. Vous voyez venir le subtil jeu de mots. Léo Messi, lui aussi, va faire son entrée dans cette Coupe du Monde aujourd'hui avec l'Argentine. À 10h, on s'intéressera à Griezmann et Mbappé. Qui sera la star du mondial côté français? Tiens, vous nous donnerez votre avis. Puis le duel tactique, Régis, notre coach, peut-être face à Charles Bietri, qui regardera très attentivement l'animation de Régis pour l'équipe de France face à l'Australie. Ah, Pierre Niguet nous appelle déjà depuis Kazan. Pierre, bonjour. Il fait beau, tout va bien, vous avez un sourire radieux. J'espère que c'est prémonitoire pour les Bleus qui sont encore dans leur hôtel, évidemment. Ah, j'ai encore la chair de poule du commentateur portugais. Oui, je vous appelle pourquoi? C'est parce que ça bouge déjà autour de nous, mon cher Messaoud. Anne-Sophie Bernadi vous montre en direct quoi? Certainement une des choses préférées sur la chaîne Équipe, c'est le bus. Le bus de l'équipe de France vient d'arriver ici à l'hôtel des Bleus, situé à quelques kilomètres, 4 ou 5 kilomètres de la Kazan Arena. Extraordinaire marche arrière tout doucement pour amener le bus vers l'une des petites sorties de cet hôtel. On a croisé il y a quelques secondes la directrice générale de la Fédération française de football, Florence Ardouin, qui a pris l'air. Les Bleus vont quitter leur hôtel grosso modo 2 heures avant le coup d'envoi, donc dans une petite heure, on l'espère. On va vous faire suivre cela bien évidemment en direct sur la chaîne L'équipe. Les Bleus qui se sont réveillés entre 8h30 et 9h heure locale, 7h30 et 8h heure française. Gros petit déjeuner copieux pour prendre des forces. Horaire inhabituel pour des joueurs de football puisque ce match, Messaoud, a lieu à 13h heure locale, à midi heure française. Merci infiniment Pierre, Anne-Sophie Bernadi avec vous. On va rester sur ces images en direct. Le jour J pour l'équipe de France, France-Australie, les conditions qui sont idéales. Pierre, c'est vrai que c'est vraiment, tout est parfait là pour cette grande journée pour l'équipe de France. Hein.
Oui, effectivement, mais c'est une condition de jeu idéale pour l'équipe de France. Il fait assez frais, il fera une quinzaine de degrés, mais il y a du soleil. Les Bleus, pour l'instant, ont eu la chance de s'entraîner dans des conditions plutôt bonnes, même s'il y a eu quelques intempéries à Istra, leur camp de base, situé à 60 km de Moscou. Mais pour le moment, la pelouse est parfaite. Les Bleus se sont entraînés 50 minutes hier sur la pelouse de la Kazan Arena, sans mise en place tactique, on vous le rappelle. Et puis, regardez, dernière petite image, il y a déjà une petite vingtaine de supporters, notamment des supporters français qui sont là pour accueillir le départ de ce bus. Ils seront entre 1500 et 2000 dans les travées de la Kazan Arena pour soutenir l'équipe de France. Charles, l'excitation avant ce premier match de l'équipe de France, vous êtes dans quel état? C'est plus l'excitation de ce que vous allez voir, un peu d'appréhension, d'inquiétude par rapport à l'équipe dont on dit qu'elle est très jeune? Non, moi je pense surtout au plaisir que j'ai avec vous. Et honnêtement, en plus, je ne suis pas rentré dans le match, je ne suis pas supporter complet, j'ai encore un petit œil amusé. Le repli défensif du bus, là, par exemple, m'inquiète, parce que si ça ne va pas plus vite que ça avec l'équipe de France, je suis un petit peu inquiet. Non, je suis curieux. Je suis curieux de voir cette équipe de France, parce que je ne la connais pas. Je pense que personne ne la connaît. Et donc, je suis très curieux. Puis, j'ai du plaisir hier, on en a eu. Bon, ça va, c'est bien. On est parti pour un bon mois, quoi. Régis, vous êtes curieux. C'est quoi votre regard, vous, sur le match qu'on attend de l'équipe de France? Le côté coach prend le dessus à un moment donné Je sais, avec tous les matchs de la journée, que je vais passer une bonne journée. Il y en a 4 aujourd'hui. Il y en a 4 aujourd'hui, donc il y a de drôles de matchs. Et on commence par l'équipe de France. Je partage l'opinion de Charles. J'ai de la curiosité par rapport à l'équipe qui va être alignée. On a beaucoup parlé de la jeunesse. Après, Didier Deschamps a fait des choix de la jeunesse aussi. Donc, on a parlé d'expérience, la jeunesse, il va faire. Je suis curieux de la composition de l'équipe aussi et par rapport à ce qu'il va mettre en place. Donc, un peu d'impatience, de curiosité, voilà, un peu de mélange de tout ça. Nabil Djellit au réveil, ça donne quoi par rapport au match d'aujourd'hui? Un type sympa. Écoutez, moi je partage un peu le même sentiment que mes amis. C'est vrai qu'il y a eu des choix forts qui ont été faits. Enfin, si c'est la composition d'équipe qui est annoncée, on a souvent dit que Didier Deschamps était plutôt quelqu'un de conservateur, forcément un peu fixé sur la logique de groupe. Mais voir Dembélé titulaire, j'aurais pas mis une pièce, franchement. Notamment par rapport à sa deuxième partie de saison, enfin avec sa saison avec le FC Barcelone. Alors c'est bien, il y a un vent de folie qui souffle sur cette équipe de France, mais derrière il va falloir assumer, il va falloir s'affirmer. Après il y a la qualité de l'adversaire, on va en parler certainement ensemble, l'Australie. Bon, quelque part, si ça se passe comme prévu, je me dis que c'est un match de préparation supplémentaire. Mais... Oh là 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 là, vous me faites peur quand vous allez là-dessus. Un match de préparation supplémentaire, Nabil, comment vous pouvez dire ça pour un premier match de l'équipe de France dans un mondial? Mais Saoud, ils sont... 9h08. Hein voilà, moi je suis... Il est bien réveillé. Voilà, je vois la qualité, je sais que la qualité de cette équipe australienne, c'est une bonne équipe de championship. Alors ça ne veut pas dire que c'est un match des de deux coupe. anglaises, quoi. Voilà, dans des matchs de coupe, parfois vous avez la logique sportive qui n'est pas respectée. Évidemment, il faut respecter l'adversaire, mais à un moment, on ne peut pas m'expliquer qu'avec les joueurs qu'on a, les arguments offensifs. Alors, je veux bien qu'on puisse avoir des doutes sur d'autres secteurs de jeu, mais encore, faudrait-il que l'Australie ait réellement des velléités? Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit une équipe qui soit capable vraiment de nous mettre en danger, quoi. Vous êtes bien parti, Nabil. Les débats, on les fera évidemment. Vous me le dites, hein. Non, c'est la bonne vitesse. Moi, je m'adapte à votre vitesse. Il n'y a pas de souci. Je préfère tout donner tout de suite parce que je pense que non, ça m'arrange pas, ça. Je suis à la machine à café. On est là jusqu'à 11h, n'oubliez pas, Nabil. Julien surveille tout ce qui se passe autour de l'équipe de France, bien sûr, avant ce France-Australie. On retrouvera Guillaume Dufy également en direct avec nous, justement, pour nourrir le débat autour de la composition de l'équipe de France, de l'animation offensive, notamment, qui fait beaucoup parler avant ce France-Australie. La revue de presse, Julien, avec vous. Hop, jingle. Moins violent que l'alerte pour le jingle. L'équipe, évidemment, voici votre une aujourd'hui. Place à l'audace pour le journal L'équipe avec Dembélé, Griezmann et Tolisso, d'ailleurs en une, pour lancer cette journée. L'équipe, évidemment, l'audace, mais... Les autres titres, pas que. Regardez à la une de Charente Libre, Kylian Mbappé, la photo de Kylian Mbappé, tous derrière les Bleus pour ce premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde russe. On attend beaucoup de cette équipe qui s'est réconciliée avec le public français, peut-on lire dans la Charente Libre. Faites-nous rêver.
pour la Dépêche du Midi. Vous allez le voir avec toujours Kylian Mbappé célébrant un but avec les Bleus. On apprend également, regardez sur le côté, qu'à Toulouse, les scooters électriques ont le feu vert pour être en circulation. Oh bah super. À la une encore ce matin, Kylian Mbappé pour l'Indépendant. Le journal s'attarde sur les jeunes qui ont pris le pouvoir en équipe de France. Beaucoup d'espoir repose sur cette équipe jeune et talentueuse. Kylian Mbappé qui est partout, j'ai l'impression, Julien. Partout, Messaoud, et certainement, regardez la une la plus symbolique du jour pour la Provence. Et maintenant, droit au but avec cette triplette offensive. Le message est clair, hein, ça reprend la célèbre devise de l'Olympique de Marseille avec ce trio d'attaque emmené par Kylian Mbappé, Dembélé et Griezmann. On se concentre encore sur la triplette offensive des Bleus avec Sud-Ouest. L'aventure commence pour les Bleus. Antoine Griezmann, au centre de la photo, est attendu comme le leader technique de cette équipe de France. Bon, il n'y a pas de hasard, quoi. Il y a du Mbappé partout. L'attaque, c'est vraiment cette équipe-là, on pense à ça immédiatement. Mais vous avez vu qu'il y a du Mbappé partout et qu'il n'y a pas du Griezmann partout. Oui. Ah, alors vous y voyez quoi, Charles? Je vois qu'il y a un changement dans l'opinion publique, en tous les cas. C'est que Mbappé est devenu le Messi qu'on attend et que Griezmann a un statut de bon joueur et qu'il a une occasion de passer à un statut de très très bon joueur, mais que les gens n'en sont pas sûrs. Griezmann, c'est un top player, mais Mbappé, il a le côté phénomène. Griezmann, il s'est construit, il a franchi les étapes, il est passé par la Real Sociedad, il est arrivé à l'Atlético, il n'a pas tout de suite joué, et il est arrivé à un niveau que certains peut-être n'imaginaient pas. Alors que Mbappé, lui, il a le cachet phénomène, comme on en voit aujourd'hui dans le football. Et c'est ça qui, à mon avis, crée peut-être aussi cette curiosité supplémentaire par rapport à lui. On en parlera dans la deuxième partie de l'équipe de Russie. Griezmann face à Mbappé. Qui sera la star des Bleus dans ce mondial? Ça penche légèrement, vous l'avez compris. Si ça pouvait être les deux, nous, ça ne nous dérange pas, hein, tant qu'à faire. Non, il faut choisir. Ah d'accord. Bon, comme ça, On aura le droit de choisir un autre. Même un autre, même un autre. D'accord. Ce sera tout à l'heure. Ce sera tout à l'heure. La jeunesse au pouvoir, donc du côté de l'équipe de France, vous apercevez en direct le bus des Bleus grâce aux images d'Anne-Sophie Bernadi, notre envoyée spéciale, avec Pierre Niguet. Le départ des Bleus, ce sera dans une petite heure normalement pour la Kazan Arena où se disputera ce France-Australie, premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde. La jeunesse au pouvoir, ça vous effraie, ça vous excite? Régis, c'est quoi le sentiment qui domine pour vous? Un sentiment positif. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Tout le temps, les entraîneurs, je peux en parler, quand on met des anciens ou l'expérience, on a la sensation que ça nous sécurise quelque part. Mais de mettre de la jeunesse, ils vont amener leur insouciance, leur qualité. Ils ont une faculté à s'enlever une certaine pression des matchs. Et ça, pour moi, c'est positif. Donc, encore une fois, il y a la curiosité, mais en même temps, moi, je suis très heureux qu'ils prennent l'initiative des Deschamps de partir avec une jeunesse dès le premier match. Et on connaît l'importance du premier match, l'importance du premier résultat. Ils vont avoir une pression, mais eux, ils savent gérer cette forme de pression parce qu'il y a cette insouciance. Ouais. Moi, je ne pense pas que c'est la jeunesse qu'a mis Deschamps. Je pense qu'il a mis les meilleurs du moment. C'est collatéral que ces garçons soient jeunes. En fait, qui peut discuter la présence de Mbappé, de Dembélé, de Pavard, d'Hernandez? Parce que ça aurait été qui? Il y a pas Giroud, meilleur par exemple, en attaque. Giroud, parce que c'est un autre problème tactique, plus sa blessure. Alors moi, je sous-estime pas du tout. Mais autrement, tous ces jeunes-là, ils ont leur place, quand même, largement, non? Les images du dernier entraînement des Bleus, c'était hier, grâce à la Fédération française de football, qu'on remercie pour toutes les images fournies durant cette Coupe du Monde d'ailleurs. Oui, Julien? Juste pour resituer, la compo probable des Bleus, elle a 24 ans de moyenne d'âge. On parle de jeunesse, c'est la plus jeune équipe qui va démarrer depuis 1930 en Coupe du Monde pour l'équipe de France. Donc c'est quand même à signaler. C'est les manifs dans les rues, il n'y avait jamais de gens de moins de 30 ans, et maintenant ils ont 14 ans. Et ça a beaucoup changé. Le monde change, ouais. Ça vous va, Julien, comme argument? Ah, mais- N'y retournez plus. Vous avez Charles Biétré en face de vous, ça réplique vite. On parle de jeunesse, mais il faut regarder dans les clubs où ils jouent, tous ces joueurs. Vous mettez la valeur ajoutée et l'addition de tous ces joueurs-là dans les clubs où ils jouent. Il y a
une vraie valeur ajoutée financière. Ah, plus que ça, oui, plus que ça. Donc, ce sont de jeunes joueurs dans l'âge, mais ils jouent dans des grands clubs, avec des compétitions importantes. Et avec des garçons à l'entraînement qui sont des joueurs extraordinaires autour d'eux. C'est-à-dire que l'entraînement, ils ne le font pas à Brest. J'adore Brest, donc je peux dire Brest. Ils ne le font pas à Brest. Ils le font au Real, ils le font à Barcelone, ils le font en Angleterre. Pierre Niguet, notre envoyé spécial, est toujours en direct avec nous. Pierre, ça agite énormément en France, bien sûr, la jeunesse de cette équipe, mais dans la caravane des Bleus, est-ce que c'est devenu quelque chose de complètement normal ? Pas forcément normal non pour cette équipe de France, puisque assez rapidement la moyenne d'âge a baissé. On peut souvent taxer Didier Deschamps de conservatisme ou de pragmatisme, mais il a prouvé qu'il était capable de régénérer ce groupe avec des joueurs très jeunes. Lui le dit, hein, l'âge n'a pas d'importance. C'est un discours parfaitement rodé pour les joueurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé, mercredi en conférence de presse au camp de base d'Istra, l'a répété à plusieurs reprises, ne me parlez pas de mon âge. Alors voilà, on sent que c'est véritablement une thématique qui touche un petit peu cette équipe de France. Les supporters que vous voyez autour du bus grâce à Anne-Sophie Bernardi le disent souvent, ils sont quand même globalement très satisfaits de voir ces jeunes joueurs qui jouent de manière insouciante, qui ne réfléchissent pas forcément. On imagine que pour le côté repli défensif, ça inquiète un petit peu plus le staff de Didier Deschamps. Ouais, on y viendra tactiquement, évidemment, bien sûr, au cours de cette équipe de Russie. Mais 7 des 11 titulaires prévus aujourd'hui n'ont jamais joué un match de Coupe du Monde. J'y retourne un peu, Charles, sur ce côté jeunesse. Ouais, mais enfin, ça a lieu tous les 4 ans. C'est pas facile de jouer des matchs de Coupe du Monde. Non, alors je vais y retourner encore. Les Allemands champions du monde, il y en avait 10 qui n'avaient jamais découvert la Coupe du Monde. Les Espagnols avant eux, c'était 12. Et les Français, c'est 17. 17 Français découvrent la Coupe du Monde dans la liste des 23. Ça veut dire que dans la prochaine dans 4 ans, on aura 20. On va en avoir 20. On va être formidable. Il y a un renouvellement, il y a un renouvellement de génération et qui correspond aussi à la qualité de la formation française. C'est-à-dire qu'on est capable de faire émerger des joueurs de très haut niveau. Après, est-ce que le problème, c'est peut-être qu'il manque moi, qui soit jeune devant, ça ne me pose pas de souci. Après, vous avez un garçon comme Varane, il a 25 ans, par exemple. C'est quelqu'un qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Je trouve que ça manque quand même de taulier derrière. Et moi, il y a un garçon auquel je pense qui n'est pas là. Et je trouve on sous-estime son absence, c'est Koscielny. Alors certes, il n'a pas fait une énorme saison à Arsenal, mais je me souviens qu'au dernier Euro, ça avait été un des leaders. Alors, je trouve que des équipes parfois avec de la jeunesse, de l'insouciance devant et des tauliers, mais pas des tauliers de 24-25 ans, mais quand même des gars de 30 ans, 29, 30 ans, comme Diego Godin, comme Ramos. J'espère que c'est le défi pour Varane. Varane, c'est son défi. Je trouve que ça c'est peut-être ce qui nous manque un petit peu. Guillaume Dufy est en direct avec nous. Il est juste devant le stade, la Kazan Arena. Guillaume, merci d'être en direct avec nous. On parlait des promesses de la jeunesse. Vous, dans quel état vous êtes par rapport à cette équipe de France? Est-ce qu'il y a une excitation vraiment particulière parce qu'il y a un potentiel absolument dingue en attaque du côté de l'équipe de France? Oui, il y a un potentiel effectivement exceptionnel en attaque, mais on ne gagne pas une Coupe du Monde avec un potentiel. Je trouve qu'on focalise un peu trop d'ailleurs sur ce trio offensif, parce que vous savez très bien, Messaoud et vos invités le savent aussi très bien, on ne gagne pas une Coupe du Monde avec une attaque, on gagne une Coupe du Monde parce que surtout on défend très bien, on a un bloc défensif très organisé, et pour l'instant ce n'est pas le cas en équipe de France. On se pose beaucoup de questions sur cette manière de défendre des Bleus, sur la propension des attaquants à se replacer à la perte du ballon. C'est ça qui inquiète plutôt le staff technique et les suiveurs de l'équipe de France dont vous parliez tout à l'heure. On s'inquiète énormément de la résistance de vos cheveux face au vent qui souffle à Kazan, Guillaume. Tout va bien? Oui, il y a du vent. Alors à Marseille, pendant l'Euro, une charmante téléspectatrice était descendue de son immeuble pour m'offrir une barrette et me permettre d'avoir une vision vraiment exceptionnelle. Là, elle n'est pas là, donc je vais faire ce que je peux. C'est une tactique originale de la part de Guillaume Dufy. On vous retrouve dans quelques instants, Guillaume. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h, l'équipe de Russie, puis l'équipe du soir avec Olivier Ménard. La chaîne L'équipe qui se mobilise pour vous faire vivre cette Coupe du Monde avec beaucoup de rendez-vous pour vous donner une idée. Tiens, voici ce qui s'est passé hier sur la chaîne L'équipe. C'était une très belle journée. Alors voilà, mon pronostic pour le match est 4-0 pour la France. Et sachez que je ne me trompe jamais.
Contrairement à vous, bande de baltringues. J'arrive pas à imaginer que les Australiens soient des peintres et ils savent faire 3 passes. Tu vois, faut pas non plus caricaturer trop, je crois. Et donc, cette équipe de France n'a aucune maturité. Et je sais pas du tout comment elle va entrer dans cette rencontre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de potentiel offensif que, bien sûr, ça peut se terminer à 4, 5-0. Mais qui a des certitudes aujourd'hui avec cette équipe ? Les mecs, ils ont du courage. Ils sont venus pour perdre. Ils ont fait beaucoup plus de kilomètres que nous. Ils sont là, ils savent qu'ils vont prendre 3-4-0. Australia. Mais ils sont contents. Australia. Ils vont prendre une branlée, mais ils sont contents. On dit, ils sont bons que dans l'espace, ils vont avoir des problèmes. Moi, j'entends plein de gens qui commencent maintenant, et là, j'entends Guillaume dire, c'est pas une lettre à la poste, mais ça va être plus facile qu'avant. Mais il y a 10 jours, il tenait pas ce discours-là. Guillaume, vous êtes sûr? Il y en a plein, oui. Et Guillaume qu'on a en direct? Attendez, vous l'allumez. Oui, parce que lui, il voulait Giroud. Et sans Giroud, on ne pouvait pas marquer de but. Je l'ai entendu. Hein. Oui, je sais. Il est démasqué. S'il me dit le contraire là, heureusement qu'il est à 4000 km. Tout de suite de la menace physique. Malgré les stars qu'on peut avoir comme Mbappé ou Griezmann, je ne les vois pas aller en finale. L'Espagne va gagner la Coupe du Monde sans sélectionneur. D'accord, bah écoutez, c'est votre... Je ne peux pas le partager, évidemment. Surtout cette équipe, surtout cette équipe qui peut jouer sans entraîneur, j'en suis sûr. Une information principale, c'est que Guillaume Dufy adore le rap. Ah ouais, il bouge à chaque fois. Regardez, juste une petite, et on va partir en pub tranquillement. Regardez la petite séquence. Voilà. Il a raison d'avoir choisi le journalisme. Qu'est-ce qu'il lui a mis, Eric Blanc, à Guillaume Dufy? Dites-moi, c'est la star du zapping, Guillaume Dufy. C'est plus violent que votre alerte. J'espère qu'il a pu entendre ce zap, Guillaume, en place devant la Kazan Arena, dispositif spécial pour cette journée spéciale pour l'équipe de France, France-Australie à midi. Guillaume Dufy est devant la Kazan Arena. Pierre Niguet est juste devant l'hôtel des Bleus. Les images du départ, ce sera en direct sur la chaîne L'équipe, bien sûr. Pierre, vous êtes en place. Le départ, on le rappelle, pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous, dans combien de temps pour les Bleus? On espère un départ dans une trentaine de minutes, direction la Kazan Arena. Combien de temps le trajet? Écoutez, nous sommes à 4-5 km du stade. Avec escorte, les Bleus devraient mettre une petite quinzaine de minutes. Les abords du stade sont plutôt dégagés. Voilà, les Bleus vont rapidement pouvoir tranquillement s'installer dans le vestiaire de la Kazan Arena. Et quand ils arrivent, ils font quoi au stade, Pierre? Vous êtes bien curieux, Messaoud. J'imagine qu'ils vont s'échauffer, s'entraîner, petite collation, discours de Didier Deschamps, annonce de la composition officielle, car Didier Deschamps n'annonce jamais avant l'arrivée au stade la composition de l'équipe. Les joueurs ne savent toujours pas officiellement qui vont débuter, mais s'ils sont aussi malins que nous, et on n'en doute pas, ils le savent depuis la mise en place tactique de mercredi 12h. Ah, je vous embête, vous êtes parfait, Pierre. Vous êtes avec Anne-Sophie Bernadi, vous allez nous faire vivre le départ des Bleus donc de leur hôtel dans une demi-heure maintenant. Restez bien avec nous, l'équipe de Russie, on est ensemble jusqu'à 11h, puis l'équipe du soir d'Olivier Ménard pour vous emmener jusqu'à midi. Guillaume Dufy devant la Kazan Arena, Pierre Niguet devant l'hôtel des Bleus, et on est tous ensemble avec Julien Aliane, Nabil Djellit, Charles Bietri et Régis Brouard. Courte pause et on est de retour pour l'équipe de Russie. Le voici, le bus de l'équipe de France. C'est le jour J pour les Bleus qui lancent leur Coupe du Monde en Russie aujourd'hui. France-Australie, le coup d'envoi à midi. Anne-Sophie Bernadi, Pierre Niguet, nos envoyés spéciaux. On est devant l'hôtel des Bleus. Départ imminent pour les Bleus, pour la Kazan Arena, pour affronter donc l'Australie pour ce premier match des Bleus. Moment spécial, journée spéciale sur la chaîne L'équipe. On est toujours avec Julien Aliane, Nabil Djellit, Charles Bietri et Régis Brouard pour l'équipe de Russie jusqu'à 11h. Puis ce sera le temps de l'équipe du soir avec Olivier Ménard pour vous emmener jusqu'au coup d'envoi de ce France-Australie. Pierre Niguet est toujours en direct avec nous. Le programme complet du jour, on retrouvera Pierre dans un instant donc. L'équipe du soir à 11h donc. Puis la mi-temps de France-Australie, bien sûr. Tous les débriefs mi-temps et fin de match durant cette Coupe du Monde, c'est sur la chaîne L'équipe. L'équipe du soir, 13h50 ensuite. À 15h, on se retrouvera pour l'équipe de Russie. On vivra la première mi-temps ensemble de l'Argentine pour les débuts de Léo Messi dans cette Coupe du Monde. Parenthèse, Tour de Suisse, 8e étape qui vous passionne depuis le début sur la chaîne L'équipe. L'équipe d'Estelle pour cette grosse journée prendra le relais à 17h45. L'équipe de la mi-temps pour Croatie-Nigeria à 21h45 bien sûr. Et puis en bas, c'est quoi, 20h
22h50, on voit pas très bien avec le hashtag l'équipe CDM, ça je ne l'ai pas dit depuis le début, c'est une bonne occasion. L'équipe du soir avec Olivier Ménard pour terminer cette grosse journée spéciale France-Australie. Pierre Niguet, notre envoyé spécial, est en direct donc avec nous. Pierre, on rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent le départ du bus des Bleus pour la Kasan Arena qui doit intervenir dans moins d'une demi-heure. Oui, exactement. Le bus est en train d'être chargé des affaires de l'équipe de France. Regardez, image en direct. Anne-Sophie Bernadi, les intendants sont en train de remplir les soutes des bagages de l'équipe de France. Bus, FIFA, l'équipe de France. Ce slogan, votre force, notre passion, allez les Bleus, qui a été choisi par la Fédération française de football. Et puis le petit contingent de supporters qui gonfle gentiment. Ici, ils sont une grosse cinquantaine pour revoir les joueurs quitter cet hôtel. 5 km, une petite quinzaine de minutes de route sous escorte pour rejoindre la Kasan Arena et pour enfin sentir le parfum de la Coupe du Monde. Les Bleus sont impatients, mais Saoud, ils l'ont confié, ils ont des fourmis dans les jambes. On espère qu'ils vont se dégourdir facilement tout à l'heure. Il est 9h32 à Paris, donc 10h32 en Russie. Avant d'en débattre, tiens, parce que c'est important cet horaire pour les Bleus. Ils sont leur programme, ils se sont réveillés vers quelle heure, Pierre? Ça a son importance, évidemment. Alors je vais tenter de vous parler en heure française, de faire la petite conversion. Je pense que j'y arriverai puisqu'il y a seulement une heure de plus ici. Ils se sont levés vers 7h30, 8h du matin pour un gros déjeuner, une grosse collation évidemment, car ils vont jouer à une horaire inhabituelle. Presnel Kimpembe en conférence de presse cette semaine disait qu'il avait déjà joué à cet horaire, souvenez-vous. C'était le Nice-Paris Saint-Germain en championnat. Il avait dit que cela avait un petit peu modifié les organismes. Il va falloir s'habituer à un préparateur physique confié dans les colonnes de l'équipe ce matin qu'il faut peut-être éviter les coups de mou physiques les 20-25 premières minutes. On va surveiller cela, surtout que l'on annonce une équipe australienne assez rugueuse sur la pelouse tout à l'heure. Charles, ça a son importance évidemment, cet horaire spécial, ça modifie complètement la préparation. Difficile d'avoir une préparation idéale parce que vous avez couvert beaucoup de Jeux Olympiques. Les athlètes, eux, se préparent un peu plus en amont encore. Beaucoup plus tôt. Ouais. Beaucoup plus tôt. C'est ça qui est assez étonnant. Enfin, je fais confiance au staff de l'équipe de France. D'abord, le foot, c'est pas la même chose qu'une compète de boxe, de judo ou les séries d'athlétisme. Mais enfin, en règle générale, on se lève entre 4h et 5h du matin pour les compètes du matin. Donc là, je trouve que c'est plus tard, que c'est beaucoup plus tard, alors qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Il faut manger différemment. C'est pas un café et un croissant qu'on avale, c'est des sucres lents. On retrouve, j'en riais avec Régis tout à l'heure, on retrouve les repas dans le temps, ça va être pâtes et jambon, comme on avait autrefois. C'est donc pas du tout le même processus. Il y a aussi les athlètes, par exemple, ou les gens aux Jeux Olympiques font tous un échauffement musculaire très souvent avant leur petit déjeuner ou leur brunch, ce qui visiblement là n'est pas fait. Je suis un peu surpris, quoi. Ouais, je suis un peu surpris, mais enfin bon, ils savent mieux que moi. Ils savent mieux que moi. Régis, comment on gère ça? C'est vrai que c'est un horaire très particulier pour particulier pour l'organisme déjà. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il met des jeunes. Les jeunes, ils sont peut-être plus faciles à réveiller et à se mettre en route. Ça dépend à quelle heure ils sont couchés, les jeunes. Ça dépend. Mais, non, mais le repas, il y a un brunch amélioré. Dans ces cas-là, c'est pas un repas habituel quand on joue à 20h. Il y a des pâtes, il y a du jambon, il y a des féculents, il y a des protéines. Après, c'est un peu un cas individuel. L'horaire, je pense qu'il y a certains d'autres joueurs qui se sont levés un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une séance d'étirement faite avant par les kinés, par le corps médical de l'équipe de France? Parce qu'il faut éveiller un peu tout ça. L'organisme est encore un peu endormi à cette horaire. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par rapport à l'horaire. On parle souvent d'un réveil musculaire, mais il peut y avoir un réveil musculaire fait différemment. L'étirement, voilà, il y a plein de petites choses. Je pense que les kinés sont en travail depuis ce matin de bonne heure. Dans 2 ans, on a un match de championnat à 13h toutes les semaines. Ouais, on ne fera plus les débats. Promis. À ce moment-là, on sera réglé, on saura exactement ce qu'il faut faire. On surveille le bus de l'équipe de France, bien sûr. On en reparle dans quelques instants. Cette Coupe du Monde, c'est également ce qui s'est passé hier avec ce match formidable entre l'Espagne et le Portugal. 3-3, le triplé de Cristiano Ronaldo, dont ce coup franc en version originale, grâce à Nuno Matos. C'est le nom du commentateur portugais qui est fabuleux. É livre perigoso, derraia nos pontos, Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! É gol! Obrigado! Obrigado! Cristiano Padre Nuestro!
Magnifique, vraiment. Ça donne des frissons. Ah ouais, c'est magnifique, vraiment. C'est ça la Coupe du Monde et la passion autour du foot pour le Portugal. Hier, il a fait chavirer tout le monde. Cristiano Ronaldo dans la revue de presse internationale. Exactement, mais Saouda, on va aller voir direction le Portugal, Diario de Noticias. Au hasard, le retour du champion. Regardez ce titre de Diario Noticias, ça va arriver normalement. Regardez, au campeão volto. Voilà, le retour du champion. À la une de Abola, CR7 toujours, tu nous laisses sans voix, titre le journal portugais. Elle est belle, oui, elle est belle. Dieu Ronaldo pour le Correio da Manhã. Cristiano Ronaldo qui renforce sa légende en inscrivant 3 buts contre l'Espagne, écrit le journal. Et puis on va terminer cette revue de presse portugaise encore avec record divin, un match divin réalisé par Cristiano Ronaldo pour le quotidien sportif portugais. Ronaldo qui faisait la une évidemment chez lui, mais un petit peu partout également à travers le monde après ce match absolument exceptionnel hier. On y revient d'ailleurs parce que ça a marqué tout le monde, cette Espagne-Portugal. Les poupées russes, nos envoyés spéciaux, 26 du groupe L'équipe. Et on va retrouver Régis Dupont qui est avec le Portugal. Régis Dupont est en direct avec nous donc. Régis, vous êtes dans quel état après ce que vous avez vu hier? Vous étiez également en zone mixte, j'imagine. Comment est-ce qu'on se remet d'un tel spectacle? On ne s'en remet pas, on n'a surtout pas envie de s'en remettre d'ailleurs. C'était vraiment formidable. Rien que ce match valait le déplacement jusqu'en Russie. Et effectivement, je suis comme vous, rien qu'en entendant la voix de Nuno Matos, j'en ai encore des frissons. Et c'est ce qui est extraordinaire avec Cristiano Ronaldo, c'est que ça fait 15 ans qu'on le suit, qu'on regarde quasiment tous ses matchs. Et il continue à nous étonner à chaque fois et à faire toujours plus, toujours mieux. Là, ce coup franc, c'est incroyable. Ça faisait 44 coups francs, je crois, en phase finale manqués, entre guillemets. Et il prend quand même le 45e. Et là, il marque le jour où il le faut sur le coup franc qu'il a lui-même provoqué. Voilà, c'est un joueur à tout point de vue totalement inégalable. Cristiano le Messi, c'est notre titre, évidemment, petite référence à Léo Messi qui fera son entrée dans cette Coupe du Monde aujourd'hui avec l'Argentine. Ceux qui accompagnent le Portugal, est-ce que même ont vécu quelque chose de spécial hier? C'est vrai que Cristiano Ronaldo est tellement magique depuis si longtemps. Est-ce que même les suiveurs portugais, Régis, hier, ont vu encore quelque chose de différent ou en tout cas ont vécu une émotion encore différente hier? Ah oui, totalement. Moi, c'est la première fois que je vois Cristiano porter son équipe comme il l'a fait hier. Moi, ça m'a rappelé, je commence à être un petit peu vieux, ça m'a rappelé le Maradona de 86 qui portait l'Argentine. Là clairement, l'Espagne était largement au-dessus du Portugal. L'Espagne aurait gagné 4, 5, voire 6-0 si Ronaldo n'avait pas été là hier. Et ça, cette sensation d'un joueur qui porte son équipe et qui change le cours d'un match, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas connu ça. En tout cas, c'est la première fois que je vois ça à ce point avec Ronaldo et avec le Portugal. La référence de Régis, elle est forte, hein, vraiment. Oui, on lui souhaite de le faire en quart de finale, en demi-finale et en finale. Mais évidemment, on a eu l'impression hier que c'était le FC Ronaldo face à la Roja. Alors, il ne faut pas minimiser également le rôle du collectif portugais parce qu'il y a des vrais bons joueurs de ballon et ce serait quand même injuste, mais on a quand même l'impression qu'il est un petit peu mieux accompagné aussi que par rapport aux autres compétitions. Et sans manquer de respect à Eder, qui nous a coûté cher lors de la finale de l'Euro. Je me souviens quand la Coupe du Monde 2014, faire des 1-2 avec Eder, c'était compliqué pour Ronaldo. Mais peut-être que Régis, je ne sais pas s'il peut nous le dire, mais on a quand même le sentiment qu'il est qualitativement, il est un peu mieux accompagné quand même, non ? Régis, est-ce qu'il est mieux accompagné cette fois-ci? Il est mieux accompagné, ça c'est certain. Il y a techniquement... Pardon. Oui, il est mieux accompagné. Mais hier, malgré tout, malgré ce meilleur accompagnement, il a été en grande difficulté. Le Portugal était en grande difficulté, n'arrivait pas à sortir le ballon. La deuxième mi-temps, ça a été une souffrance incroyable. Il n'y a pas un tir cadré du Portugal avant le coup franc de Ronaldo, alors que le Portugal est mené. Donc c'est vraiment lui seul qui a remis le Portugal dans le bon sens. Il provoque le penalty, il provoque le coup franc, il marque, il donne une balle magnifique à Guedes qui malheureusement la gâche en première période. Voilà, il est au centre de toutes les actions. Alors effectivement, au fil de la compétition, je pense que le Portugal va progresser. Il y a vraiment des bons joueurs. Bernardo Silva hier était un peu moyen par rapport à ce qu'il peut faire. Bruno Fernandes a beaucoup de talent, il a un peu plongé au bout de 25 minutes de jeu.
Et en défense, sans doute qu'on peut penser qu'il y aura des changements dans les prochains matchs parce que la sortie de balle était vraiment trop compliquée et le Portugal a eu beaucoup trop de mal à emmener le ballon jusqu'à Ronaldo. Mais effectivement, potentiellement, je suis d'accord avec Nabil, il y a plus de qualité offensive du côté du Portugais, surtout plus de variété offensive. Charles et Régis, si vous souhaitez interpeller Régis, évidemment, quand vous le souhaitez. Fred Hermel est également en ligne avec nous depuis Madrid. Fred, bonjour, merci d'être en direct dans l'équipe de Russie. Le retentissement de ce qu'a fait Cristiano Ronaldo aujourd'hui en Espagne, ça donne quoi? De quel côté on penche? Bonjour les amis. On pense toujours quand même du côté de la sélection espagnole, même si ici en Espagne, tout le monde est bien placé pour savoir que c'est un joueur exceptionnel et comme le disait Alfredo Relagno, le directeur du journal AS et le votant pour l'Espagne pour le Ballon d'Or France Football, la mauvaise nouvelle, c'est que Cristiano Ronaldo a gâché un peu les débuts de l'Espagne, a empêché l'Espagne de remporter une belle victoire. La bonne nouvelle, c'est que il est impossible de retrouver Ronaldo avant la finale. Voilà ce que disait Alfredo Relagno ce matin, tout simplement parce que encore une fois, Ronaldo occupe tout l'espace. On a tellement l'habitude ici de le voir dans des moments extraordinaires qu'à chaque fois qu'il baisse un petit peu, on se dit « Allez, c'est peut-être fini ». Il n'a pas été très bon en demi-finale Ligue des Champions, il a été transparent en finale Ligue des Champions avec le Real. Certains disaient « Ah, finalement, c'est peut-être la fin ». Et à chaque fois qu'on doute de lui, Ronaldo revient, j'allais dire avec ses gros sabots, mais avec ses gros crampons. Mais c'est extraordinaire ce que fait ce joueur. Et l'Espagne, aujourd'hui, est de nouveau en admiration pour celui qui apporte un plus à cette Liga depuis 2009. Vous savez, cette Liga qui montre qu'elle est omniprésente, parce que sur les 13 buts marqués depuis le début de ce mondial, 9 l'ont été par des joueurs évoluant en Liga. Donc il y a Ronaldo, mais il y a aussi beaucoup de joueurs très importants dans ce championnat, et ça se voit pendant ce mondial. Ah, vous perdez pas le nord, Fred Hermel, hein. À chaque fois, quand vous pouvez sur la Liga, boum, allez, la petite référence est magnifique, magnifique de la part de Fred Hermel. Et c'est normal, c'est normal. On a aperçu le bus de l'équipe de France, on surveille évidemment, qui est juste derrière moi. Le départ des Bleus pour la Kazan Arena dans quelques instants. Restez bien avec nous, Fred. Régis Dupont est toujours en direct avec nous depuis la Russie également. Charles, ce qu'a fait Cristiano Ronaldo hier, ça a provoqué quoi chez vous? Ça a provoqué quelque chose de très très important. C'est que ce matin, j'aime Cristiano Ronaldo. Alors, le joueur, je ne suis pas plus stupide que les autres, évidemment. Le joueur, il a un truc. Mais lui, l'homme, jamais eu une sympathie particulière pour lui. Et hier, j'ai trouvé qu'il avait dans ses expressions, dans sa façon de fêter ses buts, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de sens collectif, beaucoup plus d'humanité. Et les images qu'on a à la fin du match, quand on voit à quel point il est content de cette égalisation, et il va voir tout le monde, il va voir tous ses copains, c'est-à-dire c'est pas le toréador qui va faire son numéro dans les coins du terrain après chaque match du Real, c'est un bon garçon qui a été un bon capitaine, je ne sais même pas s'il est capitaine, il est capitaine, ouais, qui a été un bon capitaine, qui a été un grand joueur, et moi j'aurais eu envie ce matin de prendre mon petit-déj avec Ronaldo, c'est la première fois que ça m'arrive depuis qu'il joue. Au contraire de Fred, qui lui aimerait prendre son petit-déjeuner tous les matins avec Cristiano Ronaldo, Fred. J'ai déjà eu l'occasion de dîner avec lui. Il fait vraiment très attention à ce qu'il mange. C'est pas très très fun de manger avec lui. Vous savez, c'est quelqu'un qui prend très très bien, beaucoup bien de soin de lui. Non, mais alors c'est vrai, je comprends ce que dit Charles, parce que Cristiano Ronaldo, qui est dans la vie et dans le vestiaire, est quelqu'un de très sympathique. C'est vraiment un mec bien. Sauf qu'il est desservi par sa gestuelle souvent sur le terrain. Il est tellement compétitif, il ne supporte tellement pas la défaite ni même le match nul que parfois on peut penser qu'il en fait un petit peu trop sur le terrain, mais parce qu'il est comme ça. Il est peut-être moins talentueux qu'un Messi par exemple, mais il a compensé par tellement de travail et tellement d'envie que parfois, oui, j'insiste, il est desservi par sa façon d'être sur le terrain, alors qu'en privé et dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui est adorable. Je vois par exemple l'occasion de discuter avec des jeunes joueurs de l'équipe B du Castilla qui, la première fois qu'ils arrivent pour un entraînement collectif avec l'équipe première, le premier à les accueillir, c'est Ronaldo. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il mériterait d'être aimé beaucoup plus qu'il ne l'est.
Mais voilà, il a une façon d'être sur la pelouse qui peut déranger certains et ça peut se comprendre. Même s'il a beaucoup évolué depuis quelques années, ça c'est évident. Oui, Régis ? Non, je voudrais rajouter, en dehors, tout a été dit concernant Ronaldo, c'est vrai qu'il a de temps en temps un comportement qui peut nous agacer parce qu'il fait des choses, il ne les fait pas, des remplacements défensifs. Mais hier, en dehors des 3 buts qu'il a marqués, il a été très très bon. Il a été très très bon dans le match, il a été disponible, il a fait des choses simples et on peut lui reprocher de temps en temps de la jouer un peu pour lui, perso. Cette passe qu'il a fait pour Guedes. Gonzalo Guedes. Ouais, de l'extérieur en première intention. Magnifique. C'était magnifique. Donc, je crois qu'il a été parfait avant, pendant, après. Il a été royal hier. Et franchement, beaucoup d'admiration quand je regardais ce match hier par rapport à ce qu'il faisait. Régis, par rapport aux suiveurs et à la sélection portugaise, le comportement de Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport... Je m'appuie sur ce que disait Charles il y a quelques instants. Ce qui est différent, c'est que ça s'est beaucoup rajeuni autour de lui. Aujourd'hui, c'est vraiment le leader, la référence. Il est l'idole de tous ces joueurs, en fait. Bernardo Silva, son idole, c'était Ronaldo. Donc, c'est ça qui est très différent. Donc, il est vraiment profondément admiré, évidemment. Et il a toujours eu le vestiaire derrière lui, contrairement à ce qu'on peut croire au Real, en équipe nationale. Le vestiaire est derrière lui parce que c'est finalement un joueur collectif dans le sens où il n'oublie pas les autres. Il les oublie parfois sur le terrain, mais il les oublie déjà de moins en moins sur le terrain. Et effectivement, hier, il a une attitude irréprochable dans le jeu et même dans l'attitude morale, je dirais. À part ce petit moment, il a juste eu un moment où il a un petit peu lâché. C'est juste avant le 3e but espagnol où il s'énerve au milieu du terrain parce que il perd un ballon. Le Portugal perd un ballon facile. Et là, on sent un petit peu de découragement, un peu d'abattement chez lui. Derrière, l'Espagne a marqué et pendant 5 minutes, il a un tout petit peu lâché l'affaire, mais mentalement, il est reparti quelques minutes plus tard. Et on a senti cette force mentale dès qu'il touchait le ballon. On sentait qu'il faisait quelque chose comme à ses plus belles heures. Et ça, même ces dernières semaines au Real, on ne voyait plus tout à fait ça. On voit vraiment un joueur qui est tranquille dans sa tête et qui a la certitude qu'il a tout le Portugal derrière lui. Merci beaucoup, Régis. Vous étiez notre poupée russe. Vous suivez le Portugal tout au long de cette compétition et vous avez beaucoup de chance. Merci beaucoup, Régis. On va remercier Fred Hermel également, notre poupée madrilène, pour cette intervention. Et vous avez beaucoup de chance, c'est d'avoir Cristiano depuis tant d'années à Madrid. Bon sang, si on avait pu vous le piquer, celui-là, on aurait été content. À bientôt, à très vite. Merci beaucoup, les amis. On va revenir à l'équipe de France, le bus des Bleus, juste derrière moi. On est devant l'hôtel grâce à Anne-Sophie Bernardi et Pierre Niguet, nos envoyés spéciaux. Pierre, vous êtes toujours en direct avec nous. Le bus de l'équipe de France qui doit partir dans quelques minutes maintenant. Oui, le bus qui est chargé des bagages des joueurs de l'équipe de France. On a vu le docteur de l'équipe de France, Franck Le Gall, monter dans le bus. L'un des attachés de presse des Bleus, Yann Perrin, prendre place aussi dans les 3 navettes qui sont situées derrière ce bus. Les portes sont ouvertes lors de la sortie de cette équipe de France. On imagine que c'est donc plutôt imminent puisqu'on voit les intendants se presser un petit peu. Il y aura une quinzaine de minutes de trajet pour aller à la Kazan Arena. Un hélicoptère est en train de survoler aussi l'hôtel des Bleus. Bref, la sécurité est assurée. Le soleil est là. On attend avec impatience et dans les minutes qui arrivent, la sortie des joueurs de l'équipe de France de leur hôtel. Oui, Charles ? Ouais, on peut poser une question à Pierre. C'est pas un piège, hein, Pierre. Tu sais que je t'adore. Hein. Et en revanche, je voudrais bien savoir, on a vu charger le bus, les malles, enfin tout ce qu'il y a, tous les maillots, 300 paires de lacets et tout ça. Mais je voudrais savoir si les joueurs gardent avec eux leur paire de chaussures. Parce que la majorité des grands joueurs gardent leur paire de chaussures et la majorité des joueurs moyens les mettent dans une malle et les confient à l'intendant. Et là, si tu peux regarder ou si tu as déjà vu, est-ce que Mbappé, est-ce que Griezmann ont gardé un petit sac avec leurs chaussures qui sont quand même leur instrument de travail, la chose la plus importante qu'ils vont avoir jusqu'au début du match? Eh bien, je regarderai, mon cher Charles. A priori, comme ça, je dirais qu'ils n'ont pas les affaires avec eux. On vous montre tout de même en direct, hein, puisque nous sommes là, la descente du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, accompagné de Florence Ardouin. Hop, ils vont passer le sapin que vous voyez à l'antenne. Et puis, ils vont arriver, ce qui annonce tout de même une sortie imminente des joueurs. J'aurai un œil sur les mains des joueurs, Charles, pour voir s'ils ont une petite mallette. Mais je suis assez sceptique.
Heureusement qu'il a précisé que ce n'était pas un piège, Charles, pour vous, Pierre, et qu'il vous aimait beaucoup. Et je l'ai connu et il était bébé, on lui donnait le biberon. Noël Le Graët, c'était un peu limite. J'ai l'impression qu'il a failli tomber, le président de la Fédération française de football. On reste sur ces images en direct. Les Bleus qui vont donc quitter leur hôtel pour se diriger vers la Kazan Arena pour débuter dans cette Coupe du Monde. France-Australie, le coup d'envoi à midi pour l'entrée des Bleus dans cette Coupe du Monde. On reviendra sur la composition de l'équipe, bien sûr, mais on va rester sur ces images en direct sur la chaîne L'équipe pour vivre le départ des Bleus. Les horaires, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, Régis, les supporters qui sont de plus en plus nombreux pour assister au départ des Bleus. C'est un horaire inhabituel, les Bleus qui doivent se préparer différemment et ça a son importance, Régis. Ah, ça, moi je pensais que l'autre Régis. Non, il est parti. Non, oui, il y a une mise en route. Ils sont pas fans, les joueurs, Régis. Non, ils sont pas du tout. J'ai déjà discuté avec des joueurs qui ont joué en Serie A à midi. Ils n'étaient pas du tout fans de ce genre d'horaire. Non, mais il y a les habitudes qui sont prises dans les matchs parce que par rapport aux horaires, et là les habitudes changent. Ouais. Mais les deux équipes jouent à la même heure quand même. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça a son importance aussi. Le président de la Fédération française, Noël Le Graët, qui va quitter, qui va s'en aller pour le stade. Avant les Bleus d'ailleurs, il va partir avec son cortège. Et nous, on est de retour dans quelques minutes pour vivre en direct le départ des Bleus pour la Kazan Arena. A tout de suite. L'équipe de Russie, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la chaîne L'équipe. C'est le grand jour pour l'équipe de France. France-Australie à midi. Voici les joueurs de l'équipe de France qui quittent leur hôtel pour se diriger vers la Kazan Arena. Antoine Griezmann, le premier d'entre eux, à rejoindre le bus pour prendre le départ donc de la Kazan Arena. Nous y voici, le grand jour pour l'équipe de France. France-Australie à midi. On est ensemble jusqu'à 11h, puis l'équipe du soir avec Olivier Ménard. C'est bon de voir ces images-là. C'est vrai que c'est les joueurs qui vont monter dans le bus. On les a vus. On y est. C'est la Coupe du Monde, c'est différent. C'est toujours un moment particulier quand vous quittez l'hôtel pour aller au stade. La discussion a été faite. Voilà. À partir de là, vous commencez à rentrer dans votre match. Les discussions se font d'une façon informelle dans le bus ou le silence. Après, chacun va rentrer dans son match d'une façon différente. Pogba qui fait le show. Il m'a l'air très décontracté. Ouais, c'est ce qu'il est. Il est lui-même. Et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est vrai que... Pierre Niguet est juste à côté du bus des Bleus, dans une bonne ambiance, j'ai l'impression, Pierre. Oui, ils sont une grosse poignée, soixantaine de supporters. Vous l'avez vu comme un symbole, c'est Antoine Griezmann qui a ouvert le bal avec son petit bol de maté. Il n'avait pas les crampons à la main, mon cher Charles, mais il avait son petit breuvage sud-américain, comme on a l'habitude de le voir, suivi de Lucas Hernandez. Et comme un symbole, j'ai envie de trouver des symboles aujourd'hui. C'est Paul Pogba qui a refermé le contingent des 23 joueurs pour monter dans le bus. Ils ont salué les supporters. Didier Deschamps était bien présent aux côtés de Guy Stéphane et de Franck Raviot et ses fidèles adjoints. Le bus va partir dans quelques secondes, direction la Kazan Arena. Dans moins de 2 heures, les Bleus disputent le premier match de cette Coupe du Monde en Russie. Ils sont impatients, nous sommes impatients et on vous fait vivre en direct le départ du bus avec Anne-Sophie Bernadi. En direct donc le départ du bus des Bleus pour la Kazan Arena pour ce premier match, le match d'ouverture des Bleus dans cette Coupe du Monde France-Australie. On est à 2 heures du coup d'envoi. On est avec Charles Bietri, Régis Brouard, Nabil Djellit et Julien Liane. Charles, c'est Griezmann qui est venu en premier. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose, un peu le fameux leader qu'on cherche dans cette équipe de France? Il y a de ça? Non, pas le. On peut y voir quelque chose. Je ne pense pas l'histoire du leader. Je pense qu'il est impatient. Il est impatient d'aller jouer, il est impatient de retrouver le terrain, il est impatient de rentrer dans le match. Il n'a pas envie d'attendre dans le hall de l'hôtel. Il va dans le bus parce que, comme disait Régis, le bus, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'équipe et du match. C'est le premier gros moment
de concentration avant le vestiaire, le bus. Hein. Il y a ceux qui se taisent, il y a ceux qui parlent deux par deux, il y en a 2, 3 qui chantonnent, il y en a qui écoutent la musique, mais c'est un moment très important. Et lui, il avait envie d'y aller tout de suite, je crois. Le bus, c'est le premier vestiaire de la journée. Belle expression, ça. C'est vrai. Non, mais allez-y, dites-nous l'importance, Régis. C'est vrai que c'est... Parce qu'ici, on ne croit pas, mais il s'y passe beaucoup de choses. Même le silence veut dire quelque chose. Entre des joueurs qui se mettent côte à côte pour discuter de différentes choses, du match, de la famille, ici et là. Il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui discutent avec le corps médical, il y en a qui... Voilà, donc moi j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit que le bus, c'est le premier vestiaire. Voilà, parce qu'il se passe des choses. Mais on s'y attarde jamais. Mais il y a des choses, des fois, importantes qui se passent dans le bus. Il y a des choses qui se nouent, des... Hein, des discussions, de temps en temps, voilà. Lâche ton ballon, non? et des places qui se choisissent. Hein. Souvenez-vous, avant l'Afrique du Sud, il y avait eu un problème de place entre 2 joueurs. Ça peut déclencher des incidents, des inimitiés. Ça nous paraît être une bêtise. En fait, c'est pas une bêtise. Regardez ici, et Régis a voulu absolument s'asseoir là. Hey, il est là tous les dimanches soirs. Même Charles Vietri le déplace pas comme ça. Hein. Après, moi, on m'a forcé à m'asseoir là. Mais après, ceux qui ont l'air détendus, c'est peut-être les plus stressés. Hein. Vous savez, c'est comme avant les examens. Vous voulez dire que Pogba est stressé alors? Parce qu'on a vu très souriant en fait des attitudes, parce qu'il a l'air cool et tout, mais peut-être qu'à l'intérieur, peut-être qu'émotionnellement, c'est plus compliqué pour lui que certains qui paraissent taiseux, quoi. Pierre Niguet, on va prendre son avis à Pierre. Il en a vécu des départs de bus de l'équipe de France. Celui-ci, mon cher Pierre, est-ce que vous avez senti vraiment il y a une atmosphère particulière, c'est spécial, vous qui connaissez très bien les Bleus, votre ressenti? Ah, c'est très vraisemblablement le top 10 de l'histoire du départ de bus de l'équipe de France, mon cher Messaoud. Non, plus sérieusement, c'est vrai que voilà, on a vu Antoine Griezmann qui conduisait la file et je trouve qu'on est quand même au-delà du symbole avec Lucas Hernandez dans ses pas. C'est vrai qu'il est le leader assumé de cette équipe de France. Il draine un petit peu cette jeunesse. Il assume désormais, enfin officiellement, d'être un petit peu le grand frère. Paul Pogba, je confirme, était très souriant. Benjamin Mendy aussi, mais ça on a l'habitude de le voir s'amuser et de chambrer lors des entraînements, était souriant alors qu'il ne sera pas titulaire selon les informations que l'on vous donne depuis mercredi dernier. On a vu Didier Deschamps un petit peu concentré. C'est vrai que c'est le début de cette Coupe du Monde. Hier, Hugo Lloris, en conférence de presse, disait on a une petite boule dans le ventre tout de même. C'est une pression qui est positive. On espère que la boule va se libérer dans moins de 2 heures lorsque les Bleus vont enfin débuter leur Coupe du Monde. On va retrouver Guillaume Dufy qui lui est juste devant la Casane Arena dans un instant. Les Bleus qui juste avant ont tweeté, c'est ça, Julien? Exactement, un tweet à vous montrer, celui de Nabil Fekir qui ne sera je sais pas si titulaire. c'est lui d'ailleurs. Normalement, tout à l'heure face à l'Australie. Regardez, il est prêt. Nabil Fekir, cette belle photo sur son compte Twitter, voilà pour le milieu offensif de l'équipe de France. C'est lui qui a dessiné? Non, il a été aidé. Guillaume Dufy en direct de la Casane Arena, juste devant la Casane Arena. On a vécu ensemble le départ du bus, Guillaume. Votre ressenti à vous, Guillaume, cette atmosphère? Faites-nous partager l'atmosphère autour de ce premier match des Bleus. Vous êtes juste devant le stade, vous. Alors pour l'instant, Messaoud, je vais vous décevoir, mais c'est plutôt très très calme. Même si les premiers supporters commencent à arriver, ils savent que les conditions de sécurité sont drastiques en Russie et ils n'ont pas envie de rater le début, donc ils prennent un peu de marge et ils ont bien raison. Mais pour l'instant, très très calme. Toutes les boutiques autour du stade sont fermées, donc c'est difficile de se ravitailler sous le soleil, le magnifique soleil de Kazan. Mais on ne devrait pas tarder à voir le bus arriver parce que la distance entre l'hôtel et le stade est plutôt courte. Ça va prendre une dizaine de minutes, pas plus. Vous avez évoqué les conditions de sécurité, c'est vrai qu'elles sont drastiques. Vous-même, Guillaume, vous l'avez vécu avant de vous mettre en place pour les duplex. Hein. Oui, légèrement, parce que vous savez aussi qu'en Russie, on a du mal parfois à se faire comprendre. Le russe, le français, notre anglais, leur anglais limité, c'est pas toujours très simple. Mais on a réussi avec Tanguy à franchir les premiers barrages et à se positionner devant le magnifique stade qui est derrière moi et qui accueillera le premier match de l'équipe de France. Le stade vu de l'extérieur, tiens Guillaume, poussez-vous un peu qu'on le voit là. Il y a le bus qui arrive. Ah bah allons vers le bus alors, évidemment. Le bus arrive. Tanguy va vous... Un joli coin. C'est le bus des Australiens. C'est le premier, c'est les Australiens. Eh ben, c'est important quand même, Guillaume. Ils sont en première ligne.
Non, ils sont là, les Français. Non, ça c'est la France. Oui, c'est l'adversaire, il ne faut pas le négliger, même si je trouve qu'on en fait un peu beaucoup sur la qualité de l'équipe australienne depuis quelques jours. On reste sur ces images grâce à Tanguy Carwas en direct, le bus australien donc qui arrive au stade. Nabil, oui. Non, les Australiens, si vous voyez ce que je veux dire. La France qui est menée face aux All Blacks, Charles, pour poursuivre la discussion. C'est vrai qu'il y a un adversaire, hein, on aura certainement l'occasion d'en parler ensemble. Bien sûr, l'Australie, bien sûr qu'on va en parler. Évidemment qu'il y a un adversaire. On n'est pas à dire que l'équipe de France va débuter contre... Non, vous avez dit match de préparation, vous, tout à l'heure. J'ai bien retenu ça. Il était 9h08, vous êtes excusé, Nabil. Je reste sur la même logique. Hein. Si ça se passe comme prévu, je pense que dans le tournoi, c'est un match de préparation. Mais après... Non, mais c'est à 14h qu'on va reparler de ce que tu as dit. J'espère que vous avez... c'est enregistré. Tout est enregistré. Et est-ce que c'est véhiculé sur les réseaux sociaux pour qu'on me rattrape si... Une fois qu'on se sera rendu compte que vous avez dit une bêtise, oui. D'accord, c'est pour bien être... Sinon, bien être au clair. Sinon, non. Guillaume Dufy, qui est toujours devant la Kazan Arena. C'est vrai que ça a l'air désert, tout ça. On est à 2 heures du coup d'envoi d'un match. C'est pas étonnant, mais presque. Un peu plus de ferveur peut-être attendu pour cette Coupe du Monde. Oui, un peu plus de ferveur. Alors, pour ne rien vous cacher, on a, comme on est professionnel, on a rencontré hier soir quelques supporters australiens et français. Ils sont nombreux et je suis persuadé, vu leur état hier soir, qu'ils arriveront à mettre une ambiance exceptionnelle dans le stade tout à l'heure. Ils n'ont pas trop la pression, les Australiens, ça va ? Non, les Australiens sont plutôt libérés, ils sont même plutôt heureux de se retrouver en Coupe du Monde parce que leur qualification a été particulièrement compliquée, presque miraculeuse. Donc les Australiens qu'on a pu croiser hier, avec lesquels on a pu discuter, étaient vraiment ravis. Ils ne se font évidemment guère d'illusions sur l'issue de la compétition pour eux. Ils s'apprêtent d'ailleurs à quitter le pays après 3 matchs. Mais pour la petite anecdote, ils ont guère de pression, mais on sait que José Mourinho a fait des paris avant le début de la Coupe du Monde avec un tableau, et il a mis premier du groupe la France, mais il a pris un vrai pari en mettant l'Australie comme deuxième du groupe. Raison de plus pour se méfier. Raison de plus pour se méfier. Guillaume, on a l'impression, et on y reviendra tout à l'heure, promis, parce que oula, c'est rentré pour se méfier des Australiens, Nabil. On a l'impression que le stade est au milieu d'un désert, Guillaume. C'est de Russie 2018 ou Qatar 2022 ? C'est Russie 2018. Non, mais Saoud, je vous rassure, on n'est pas au milieu d'un désert. Kazan est une magnifique zone urbaine. Alors effectivement, c'est un peu en banlieue, mais il y a des habitations juste à côté. On n'est pas très loin des bords de la Volga, un fleuve magnifique. Et au petit matin, la Volga sous le soleil, c'est exceptionnel. Non, je vous rassure, on n'est pas dans le désert, on est tout près du centre-ville, à peine 5 minutes en voiture. On va saluer une dernière fois Pierre Niguet qui est devant l'hôtel des Bleus, les Bleus qui ont pris le départ pour le bus, pour le stade. On va les retrouver en direct dans quelques instants. Oui, Charles ? Non, je voulais dire à Pierre qu'il y avait à peu près les 3/4 des joueurs qui avaient un sac à dos avec leurs chaussures et pas Griezmann. Ça vous a pas échappé, Pierre ? Il préfère le mater aux chaussures, que voulez-vous ? Il préfère le mater aux chaussures, notre ami Griezmann, c'est pas grave. On va juste profiter une dernière fois de votre présence, les supporters qui arrivent au stade, les supporters bleus. On en annonce 2000 aujourd'hui du côté de la Kazan Arena. On va tendre l'oreille et écouter l'ambiance des supporters français. Ils sont un petit peu loin, j'ai entendu Guillaume Dufy, vous avez raison Guillaume, un petit peu loin les supporters français, mais ils sont présents en nombre, on peut le dire, 2000 supporters aujourd'hui pour ce match d'ouverture des Bleus face à l'Australie. Pierre, merci infiniment, vous allez quitter l'hôtel des Bleus, direction la Casa Bleue, c'est ça ? C'est quoi la Casa Bleue
La Casa Bleue, c'est une initiative développée depuis la Coupe du Monde au Brésil par la Fédération française de football qui privatise un bar, un restaurant pour accueillir les supporters français. L'ambiance s'annonce chaude à partir de 14h30 heure française, surtout s'il y a victoire. Nous y serons avec Anne-Sophie Bernadi pour voir les 2000 supporters français. Une toute petite dernière information, une source de la Fédé nous en parlait hier. Malheureusement, il semblerait que les supporters français ne soient pas rassemblés au même endroit dans la Casane Arena, qu'ils soient un petit peu disséminés un petit peu partout, ce qui serait fort dommage pour l'effet visuel et puis pour l'effet sonore. On regardera cela dans les travées de la Casane Arena et vous devant votre télévision. Merci infiniment Pierre, merci Anne-Sophie Bernadi qui vous accompagne effectivement pour nous avoir fait vivre le premier temps fort de cette journée, le départ du bus des Bleus pour la Casane Arena. On vous retrouvera dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard pour le débrief de ce France-Australie et au milieu des supporters donc dans la Casa Bleue. Julien, vous m'alertez de quoi? Un petit tweet encore, c'est Thomas Meunier, le international belge. Regardez ce qu'il tweet. Bonne chance aux copains du PSG et aux Français dans l'ensemble. De tout cœur avec vous, 3 petits points, jusqu'à un certain stade. Ah, il est malin ce Thomas. Non mais il ne veut pas avoir de problème avec les supporters belges. Il a déjà eu des problèmes avec les supporters du Paris Saint-Germain. Imaginez en France-Belgique, à un moment du parcours, on est capable de lui ressortir le dossier. Il a raison de se Non mais il a raison. C'est possible. Le clin d'œil est sympa pour ça. En tout cas, il est bon esprit, Thomas Meunier. Vous apercevez en direct, ce sont les supporters français donc devant la Casane Arena avant ce France-Australie. Coup d'envoi, on le rappelle, midi. Oh là 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 là. J'espère que ça le vaut l'alerte. Et ça concerne encore la sélection belge. Regardez, Laurent Simon quitte le groupe. Roberto Martinez a donné sa liste des 23 et Laurent Simon était le 24e visiblement. Donc il quitte le groupe de la sélection belge. Il va nous manquer ou pas? Si, il a supplé pendant les matchs amicaux et plutôt bien. Et Eden Hazard a quand même dit qu'il allait être très triste de le voir partir parce que c'est un vrai bon joueur. Bon, c'est Compagnie qui reste. Vincent qui était pour le coup incertain et c'est pour ça qu'il a pris un 24e homme avec Laurent Simon. Il a joué les matchs de qualification, il a été bon. C'est un bon joueur. Défense à 3. Ça m'est arrivé d'aller en Belgique les voir jouer quand j'étais là-bas. Il faisait de bons matchs. Ça va être difficile à vivre aujourd'hui pour lui. Parce qu'il a participé amplement à la qualification de la Belgique. Les supporters belges ne m'en voudront pas, mais on a assez dit sur Seaman. On peut revenir à l'équipe de France. David Seaman. Tiens, si le gardien australien pouvait nous faire des boulettes comme David Seaman de temps en temps, ça peut être intéressant aujourd'hui. Il n'a pas le niveau de David Seaman. Non, pas du tout. Je ne crois pas. Ancien gardien, évidemment, de la sélection anglaise et d'Arsenal, un gardien mythique d'Arsenal. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. On va revenir sur l'image de Griezmann qui a donc été le premier joueur des Bleus à se diriger vers le bus pour aller ensuite à la Casane Arena. C'est une image, c'est vrai, importante. C'est Griezmann, le premier, à être sorti de l'hôtel pour aller dans le bus. Griezmann, Mbappé, c'est la question qu'on vous posait un petit peu en début d'équipe de Russie. Qui sera la star française dans ce mondial? Il faut se mouiller là? Oui. Mais un des deux, pas un autre. Vous me dites ce que vous voulez. Mbappé pour moi. Pardon Nabil, vous avez de la chance. Le bus des Bleus en direct, cette fois-ci, on le retrouve à l'arrivée au stade avec Guillaume Dufy qui est juste à côté. Oui, mais Saoud, le bus des Bleus vient de passer devant nous, le fameux bus que Pierre a vu partir tout à l'heure de l'hôtel. Des visages plutôt souriants, avec un petit signe d'un membre du staff à mon égard. Mais sinon, voilà, ça avait l'air plutôt décontracté à l'intérieur, pas de visage fermé. Mendy discutant avec Pogba et Griezmann écoutant de la musique. Le petit signe d'un membre du staff à Guillaume Dufy quand même, au passage, mon cher Guillaume. Oui, alors je vais vous dire qui m'a fait un petit signe, c'est le préparateur des gardiens, Franck Raviot. Vous connaissez mon amour pour ce poste, un poste souvent décrié. Charles Biétry aime bien ce poste aussi, il me semble. Oui, c'est un peu vrai. C'est pour ça d'ailleurs que quand on va discuter du Mbappé Griezmann, je vais dire Lloris. Non, Charles, non. Vous aviez bien démarré l'équipe de Russie tout à l'heure. Vous n'allez pas me dire que la star des Bleus, ça va être Lloris. Si, c'est ça que je vais dire.
Ah, vous me fendez. Mais je vais argumenter. Ah, bah alors allez-y, alors. Allons-y. Tout de suite. Ah, allez-y, oui, vous m'annoncez que Lloris sera la star des Bleus. Pas Griezmann, pas Mbappé. Il faut argumenter. Déjà, pour être une star, la star de l'Argentine, ça peut être Messi. La star du Portugal, ça peut être Ronaldo. Les stars d'équipe de France, c'était Zidane, c'était Platini. C'était des joueurs qui étaient totalement au-dessus du lot. Je pense que Griezmann et Mbappé sont des très bons joueurs, mais qui ne vont pas éclabousser la Coupe du Monde. Et que donc, pour que l'équipe de France ait une star, il faut que ça soit ailleurs. Et quel est le problème qu'on a en ce moment? C'est le problème du gardien, c'est le problème de Lloris. Et je pense que Lloris, en ce moment, avec tout ce qu'on a dit sur lui, tout ce qu'il a entendu, c'est le meilleur moyen pour lui de le reconcentrer. Parce que c'est un garçon qui a perdu sa concentration, peut-être parce qu'il a été nommé capitaine. C'est mon avis, j'en sais rien, je ne suis pas intime avec lui. Et que donc là, il est obligé, avec la carrière qu'il a eue, de faire une grande Coupe du Monde. Et comme l'équipe de France n'a pas toujours joué l'Australie avec 3 ou 4 ballons, mais il aura des matchs à jouer avec 12, 14, 16 ballons, et bien peut-être à ce moment-là, en tout cas j'espère, il va être le grand gardien qu'il a été et qui n'est pas en ce moment, mais qu'il est capable de revenir sur un mois. Et c'est important, effectivement. Guillaume, vous vouliez rebondir? Je suis 1000 fois d'accord avec Charles Bietri. Hugo Lloris doit être un élément important, capital de cette équipe de France. On ne peut pas aller loin sans grand gardien de but. On peut parler de 2014 et de la performance exceptionnelle de Neuer, qui aurait pour certains mérité le Ballon d'Or. Lloris, ça va être sa 5e compétition internationale. Et si on est allé loin, en 2016, parce que nous, parfois, journalistes, nous avons la mémoire courte, les suiveurs aussi. Si on est allé loin à l'Euro 2016, si nous avons atteint la finale à l'Euro 2016, c'est surtout grâce à Lloris, qui a été énorme de la première minute contre la Roumanie jusqu'à pas la dernière contre le Portugal, parce qu'on a parlé un peu de ses appuis fuyants contre le Portugal, mais il a été un élément capital. Et si les Bleus veulent aller loin en Russie, ils doivent compter sur Hugo Lloris, et Hugo Lloris doit se réveiller. Juste une petite dernière parenthèse, je conseille tous les amoureux du foot et de ce poste la lecture de l'interview réalisée par Vincent Duluc ce matin dans les colonnes de l'équipe de Hugo Lloris. Elle est magnifique. Vous nous avez devancé, on allait en parler effectivement, Guillaume. C'est quoi une boulette? C'est le titre de l'interview. Tenez, elle est là, hop là. Il faut acheter et lire le journal de l'équipe pour cette interview également. Résumez-nous ce qui vous a marqué dans cette interview. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Guillaume? Moi, je retiens 2 choses. Sur la composition philosophique, enfin la philosophie de jeu prônée ou non prônée par l'équipe de France. Lui dit de manière très honnête qu'il y en a pas. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est sa réaction aux critiques qu'il a subies depuis quelques semaines et mois, et son approche de la critique, son approche du poste de gardien, avec ce titre qui est assez magnifique. C'est quoi une boulette? Effectivement, en ce moment, on lui reproche de ne pas être décisif, mais est-ce que de ne pas être décisif, c'est commettre des boulettes? C'est vraiment hyper intéressant, et c'est certainement la première, parce que on le critique souvent, Hugo Lloris, parce que c'est un spécialiste de la langue de bois, mais cette fois, c'est à cœur ouvert, et c'est certainement la meilleure interview de Hugo Lloris que je n'ai jamais lue. C'est significatif, cette interview, à ce moment-là, Charles, peut-être, pour Hugo Lloris, de s'ouvrir comme ça. C'est un moment qui n'est pas anodin pour lui, évidemment. Ça prouve surtout qu'il est touché en ce moment. Ouais. Ça prouve qu'il est touché. Alors, l'intervieweur est bon, parce que pour avoir bonne interview, Vincent Duluc. C'est Vincent, l'intervieweur est bon, mais lui, il est apte, je veux dire, il est prêt à répondre. Et il est prêt à répondre parce qu'il est touché humainement. Et un gardien de but, ça marche beaucoup au mental, ça marche à l'humain. Vous pouvez être très mauvais le matin et être très très bon le soir parce que vous avez fait votre approche humaine totalement différente du match que vous avez à jouer. Et donc, pour moi, cette interview, il a raison d'en parler, Dufy, pour moi, c'est encore un point supplémentaire en faveur de Lloris,
Alors que je sais très bien que Lloris, en ce moment, n'est pas le grand Lloris, c'est sûr. Parce qu'il aurait pu, non pas se défiler, mais il fait très bien, hein, répondre, mais sans vraiment répondre. C'est ce qu'il fait la plupart du temps, d'ailleurs. Hein. Ne pas accepter de faire le papier. Ou tout simplement ne pas accepter de faire le papier, effectivement. Griezmann, Mbappé, on a 2 minutes pour revenir dessus, quand même. 1 minute même. Qui sera la star des Bleus durant ce mondial? Mbappé. Mbappé. Pour la simple bonne raison, tout à l'heure on l'a expliqué, il fait la une de toutes les presses. C'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est pas Griezmann, c'est Mbappé qui est sur toutes les photos, qui est toute la première page de toute forme de presse. Puis il y a un côté autour de lui, sa communication, son jeu, son talent, son potentiel. Je pense que ce sera lui sur l'équipe de France. Guillaume, qui vous semble devoir aller chercher ce statut? Antoine Griezmann ou Mbappé? Comment vous ressentez ça auprès de l'équipe de France? Très franchement, miser sur un garçon qui a à peine 20 sélections, je trouve ça un peu gonflé. Moi, personnellement, la star et le leader technique, on en parle, ça doit être Antoine Griezmann. Il l'a prouvé en 2014, quand il a obtenu, entre guillemets, son poste préférentiel, ce poste de deuxième attaquant derrière Olivier Giroud. Il a vraiment marché sur l'eau, il a tiré vers le haut cette équipe de France avec Hugo Lloris. Moi je pense que là il est complètement aussi libéré, son avenir s'est réglé, il va rester à l'Atlético Madrid. Moi je pense que il va guider cette équipe de France et j'ai vu les dernières séances d'entraînement, celles qu'on a pu filmer à Istra, et très franchement Griezmann il est dans une forme exceptionnelle. Physiquement, il est en pleine forme, ce qui n'avait pas été forcément le cas en début de l'Euro. Sa touche technique est magnifique et je pense qu'il va être le grand bonhomme de cette équipe de France durant la compétition. Votre russe est un petit peu limité, Guillaume, on l'a compris, c'est normal. Hein, mais on parle plus de qui en Russie? De Griezmann ou de Mbappé? Oui. Les deux. Alors comme je suis quelqu'un de très honnête et que mon russe est très limité, je n'en sais fichtrement rien. Eh ben ça vous honore, Guillaume. Belle réponse. Vous surveillerez ça. Bon, les photos, vous savez, vous voyez les photos? Vous regardez les photos, les unes des journaux, vous saurez. Elles sont en cyrillique, les photos aussi. Oui, mais Charles a raison, les photos sont en cyrillique et elles sont difficilement compréhensibles également. Merci Charles. Il est bon, Charles. Vous êtes bienvenu à votre secours, Guillaume. On vous retrouve évidemment jusqu'à 11h, puis dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard. La petite musique, ça veut dire qu'on va marquer une courte pause et on est de retour ensuite pour vivre la dernière demi-heure. Donc, toutes les infos, la compo officielle normalement de cette équipe de France et le duel tactique entre Régis Brouard et Charles Bietri, les joueurs français qui sont en train de reconnaître la pelouse de la Kazan Arena. Courte pause et on est de retour pour l'équipe de Russie. À tout de suite. Moi, je fais pas de...